Donc, la loi centrale standard N01, elle a cette propriété, donc elle est centrée de 0, elle est symétrique, où le quantile à 5%, c'est 1,96. C'est-à-dire ici, moins 1,96, 1,96, et la probabilité d'être entre les deux, elle est de 95%. C'est-à-dire, si vous avez une loi normale, il est très probable que vous soyez à l'intérieur. Donc, si vous avez si vous avez Z de loi normale, le plus probable, c'est que Z prend une valeur entre moins 1,96 et 1,96. Il est très peu probable que Z prenne une valeur ici. Voilà. Et le théorème central limite nous dit que racine de n, la moyenne empirique, moins mu sur sigma, c'est une variable normale centrée réduite pour n assez grand. Donc, le plus probable, c'est qu'elle reste dans cette zone-là. Voilà, c'est avec ça qu'on a l'intervalle de confiance à 95%. Donc, en fait, racine de n, xn bar moins mu sur sigma, elle est entre moins 1,86 et 1,96 avec 95% de proba. Ça, c'est centré de lui. Ça veut dire l'espérance 0 et le reste. Voilà, exactement. Le nombre centré réduite, c'est ça. L'espérance c'est 0, la variance c'est 1. C'est pour ça, les gars, on retranche la moyenne de x1. C'est pour ça. Donc ici c'est centré et c'est réduit parce qu'on divise sur sigma. Donc on centre et on réduit. Alors, 95%, c'est en fait, lorsqu'on a une loi normale, donc c'est la distribution via Z de loi normale centrée réduite. Et là, c'est distribution, c'est-à-dire qu'elle prend, par exemple, elle prend des valeurs faibles de range avec une grande probabilité, au faible de range avec 95%. Donc, si vous prenez une réalisation de Z, elle va tomber ici, ou là, ici, dans ce intervalle-là, avec 95% de probabilité. Elle va tomber à gauche ou à droite, juste avec 5%. Ici, 2,5%, ici, 2,5%. Donc, c'est juste la définition des valeurs. C'est une conquête de uniforme. Et comme le théorème central nous dit que ça s'approche à la normale, donc aussi, il va être entre ces deux quantités. Et ça va nous fournir l'intervalle de confiance. Monsieur dit que mu et sigma, ce sont l'écart type et la variance de 101 et 0. 0, 1. Là, on a pris ici un échantillon IID de même loi. Alors, une variable aléatoire. Ok, je verrai. C'est de x1. C'est ça ce que je veux. Mu et sigma sont l'espérance et la variance de l'écart type de x1. Exactement. Alors, admet x notre variable aléatoire. Et on veut estimer l'espérance de x. C'est ça ce qu'on cherche. Donc mu, qui est l'espérance de x, ou sigma, c'est l'écart type de x. Alors, pour pouvoir estimer ça, on va simuler xi échantillon de même loi que x. IID, même loi que x. On va le simuler. Alors, on simule des copies indépendantes des x.
Alors, donc, un de mu qu'on veut estimer, on va l'estimer par 1 sur 1 sans des x. De 1 à n linéaire x n bar. D'accord? Ça, c'est loi des grands nombres. Théorème central limite, il nous dit racine de n, x n bar, moins mu sur sigma, et ça penche à une variable normale. Donc, un sigma c'est x. Voilà. Donc, et avec ça, on a notre intervalle de confiance qui est moins 1. Est-ce que c'est clair? C'est plus clair? Allez, je vais dire x, pas dire 0,1. Voilà, donc, et ça va nous fournir un intervalle de confiance. C'est-à-dire, head mu, head mu, c'est ce qui nous intéresse. C'est ça. Il y a la quantité qu'on veut estimer. Donc, mu, elle est entre xn bar moins quelque chose et xn bar plus quelque chose. Donc, head mu, c'est ce qu'on veut estimer. Xn bar, c'est notre estimation de mu. Elle est à 1 à Monte Carlo. Et là, c'est un truc moins, un truc plus. C'est un intervalle de confiance. Donc, moins 1,86 sigma sur la sigma. Voilà. Donc, il y a l'erreur de notre estimation. C'est-à-dire, on estime avec une certaine certitude, à 95%, il y a voilà, plus ou moins quelque chose. Par exemple, des mu égale 100 de xn bar plus ou moins 0,5. 0,5 il y a dit. Voilà, donc Monte Carlo avec centrale limite nous donne quelque chose comme ça. Monsieur, comment je peux améliorer l'erreur? Très bonne question. C'est une branche de variance reduction. Alors, on va jouer à n de sigma. N de sigma, c'est la variance de x. C'est-à-dire que, en fait, la méthode de réduction, les techniques de réduction de variance, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, ils simulent xi, de même mot que x, ils disent qu'en fait, e de y, ils bricolent quelque chose, ils trouvent que e de x, c'est e de une fonction de y. Donc, ils passent à une autre variable aléatoire, d'accord? Ou la variable aléatoire, la variance de la elle est petite. Donc, on a une plus. Voilà, donc c'est ça. Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez chercher ça. Donc, il y a antithétique méthode, il y a agrégation, beaucoup de choses. C'est très important de pouvoir réduire l'erreur. Très bonne question. Alors très bien, déjà on va commencer la théorie. Alors déjà, avant de commencer la théorie, pourquoi c'est important d'avoir une théorie de l'improbabilité? Pourquoi on doit avoir une théorie des probabilités? Parce que on va faire beaucoup de choses théoriques et vous allez vous demander pourquoi on fait tout ça. La proba c'est très simple, c'est le nombre de cas favorables, le nombre de cas total. Alors c'est pas vrai, en fait on peut tomber dans des paradoxes. Avant la probabilité n'était pas très théorisée, il y avait beaucoup de paradoxes, c'est-à-dire des problèmes qui ont deux solutions différentes. Donc deux méthodes différentes, ils produisent deux solutions différentes et on ne comprend pas pourquoi. Et avec la théorie, on sait très bien pourquoi. Donc, par exemple, le paradoxe de Bertrand.
Alors, vous prenez le cercle d'unité. Le cercle de rayon 1. En fait, le cercle d'unité, il existe une infinité de triangles équilatérales inscrits. C'est-à-dire, donc, un triangle équilatéral, il y a les trois côtés de même longueur. Le cas des cercles d'unité, chaque côté, il y a la longueur de racine de 3. Ici, le rayon, c'est 1. Voilà. D'abord, donc on veut calculer, on cherche à calculer la proba qu'une corde. Une corde, c'est quoi? La corde, un cercle, c'est juste. Voilà. Donc, deux points sur la circonférence et on le revenu. Ça, c'est une corde. Ça, c'est une corde. Voilà. Une corde, c'est les deux extrémités du cercle. On cherche à calculer la proba qu'une corde, qu'une corde choisie aléatoirement soit de longueur supérieure la longueur du côté du triangle équilatéral inscrit. On voit racine de 3. C'est-à-dire, quelle est la probabilité qu'une corde choisie aléatoirement, la longueur d'elle soit plus grande que la longueur du triangle inscrit. Racine de 3. Monsieur, je pense qu'on peut faire une méthode. Par exemple, on doit calculer tous les cordes qu'on a avec les longueurs, c'est-à-dire intégrer sur la longueur et sur les angles. Et on calculer les cordes qui vérifient le cas qu'on veut étudier. Après, on va faire. Oui, c'est ce qu'on va faire, exactement. C'est une très bonne méthode. Donc, c'est l'une des méthodes. Il y a plusieurs solutions. Donc, ça, c'est une méthode qui va nous mener à la probabilité entière. Donc, effectivement. Alors, donc, déjà, juste, vous avez compris le problème. Donc, on a cette circularité. Quelle est la probabilité qu'une corde choisie au hasard, par exemple ça, soit supérieure, sa longueur, soit supérieure à la longueur. Il y a le triangle inscrit au racine. Par exemple, ça c'est pas supérieur. Par contre, ça c'est supérieur. Voilà, donc c'est ça la question. Alors, première solution. Déjà, est-ce que l'énoncé vous semble raisonnable? C'est un énoncé qui vous semble naturel. Alors, solution 1. Donc, avant mon idée. Donc, en fait, je choisis aléatoirement deux points donc, choisir aléatoirement deux points du cercle. Donc, je choisis un point, donc j'ai choisi ici. Je vais dessiner le triangle équilatéral qui va passer par ce point. Alors, ça c'est mon premier point, je l'ai choisi. Puis j'ai choisi le triangle équilatéral qui passe par là. Parce qu'il y a l'infinité du triangle équilatéral. Maintenant, je vais choisir le deuxième point aléatoire. Alors, si je le choisis ici, alors déjà, c'est un triangle équilatéral. Donc en fait, il me divise le cercle en trois parties égales. C'est-à-dire, l'arc, il est de même longueur que l'arc, il est de même longueur que l'arc. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, la longueur, la longueur.
D'abord, je choisis mon second point aléatoirement. Si je choisis ici, la longueur de la corde elle va être plus petite. Si je choisis ici, ça va être plus petit. Si je choisis ici, ça va être plus petit. En fait, si je choisis mon deuxième point ici, il va toujours être plus petit que la longueur de la corde que je vais avoir, il va toujours être plus petit que le racine de corde. D'abord, si je choisis, faites la partie. Si je choisis mon deuxième point ici, donc la corde, la longueur de là, elle est plus petite que la racine de tout. La même chose. Donc en fait, si je choisis Naya ou Naya, je suis toujours petit. Si je choisis maintenant ici, là c'est plus grand. La corde, la longueur de là est plus grande que la dit. Donc, si je choisis ça, c'est toujours plus grand. Sinon, la probabilité c'est un tiers. Donc j'ai 2 tiers de probabilité pour choisir ici, un tiers pour choisir ici. Donc c'est probabilité égale 1 tiers. C'est que c'est clair. Voilà. Et là, je fais une deuxième solution qui va nous donner une autre probabilité. Solution 2. Comment on sert? Alors, déjà, si je choisis une corde, alors, choisir une corde, c'est équivalent à quoi? J'ai choisi une corde. En fait, il existe un unique droite qui passe par le rayon, qui est perpendiculaire, qui est perpendiculaire. C'est-à-dire, une fois que je choisis la droite, je prends son milieu, je prends le rayon. Donc en fait, choisir la corde, c'est équivalent à choisir le rayon qui va être perpendiculaire à cette droite. Choisir une corde C, équivalent à choisir le rayon qui va être perpendiculaire à C, donc le choix là, et choisir la distance entre la corde et le rayon. Et choisir la distance entre O et M. Il y a M et O. Parce que, voilà, donc, pour voir ça, je choisis un rayon à la. Prends la truc de ça. Je choisis un rayon aléatoire. Je choisis la distance, on fait la distance, ça fait. Là j'ai une droite. Si je fais ça, je peux avoir gain les droites. Donc ça, c'est équivalent. Choisir une droite ou la choisir un rayon plus la distance. Voilà. Bon. Voilà. Je choisis mon rayon. Alors, je dessine le triangle équilatéral inscrit qui est perpendiculaire à le rayon. Ça, c'est la moitié. Donc, il y a une débat. J'ai choisi le rayon. Donc là-bas, il faut choisir la distance. Alors, si je choisis la distance entre 0 et 1,5, en fait, ça c'est 1,5, 1,5. 1,5, pourquoi? Parce qu'on a un triangle équilatéral inscrit, la distance entre, donc c'est-à-dire qu'il passe par la moitié. On a 1,5, 1,5. C'est une propriété géométrique. Donc, si on choisit la distance dans cet intervalle, si on choisit une corde ici, la longueur de la corde elle va être plus grande que la racine de 3. Si on choisit la distance ici, celle-là est plus grande. Ici, elle est plus grande. Donc, si on choisit
la corde dans cet intervalle-là, ici, elle va être toujours plus grande. Alors, si on choisit la corde, dans la distance dans cet intervalle, elle sera toujours plus petite. Donc, la probabilité, c'est 1,5. Il faut être là. Voilà. Si on est là, si on choisit la distance entre O et M ici, la corde elle est plus grande. Elle est moins grande. Donc, la probabilité, c'est égal à 1,5. On avait trouvé que c'était égal à 1 tiers. Une autre méthode, on va trouver un. Alors, c'est quoi le problème? Nous avons travaillé seulement avec la côté. Là, sans perte de généralité. J'ai choisi le côté pas juste pour visuellement. Sans perte de généralité, si vous choisissez ça, je peux juste tourner. C'est la même chose. En fait, c'est pour ça que j'ai écrit cette équivalence. Choisir une corde, c'est choisir. Ça, c'est mathématiquement en fait. Choisir une corde, c'est ou bien choisir 2 points, vous savez, ou là, choisir le rayon et choisir la distance. C'est équivalent mathématiquement. Alors, en fait, le problème ici, c'est simplement choisir une corde aléatoirement. Alors, cette phrase n'a pas de sens. Choisir une corde aléatoirement n'a pas de sens. Sans définir la probabilité, ou sans définir la loi de probabilité. On a besoin d'une théorie, on a besoin de définir les lois de probabilité, on a besoin de définir les mesures de probabilité. Alors, lorsqu'on va voir des mesures, alors, comment on a c'est quoi le problème ici? Par exemple, la solution 1, par exemple, la solution 1, c'est, on avait choisi aléatoirement 2 points du cercle. On a simulé 2 variables aléatoires, U1 et U2, de loi uniforme sur le cercle 0,1. Puis, on a calculé la probabilité que la corde, la longueur de la corde U1, U2, elle est plus grande que racine de 3. Si on écrit mathématiquement les choses. Ça, c'est la solution 1. La solution 2, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi d'abord le rayon. Et choisir le rayon, c'est choisir θ. Pas les coordonnées polaires. Si je choisis le rayon, c'est que j'ai choisi θ. Donc, solution 2, on a choisi θ, variable aléatoire, uniforme entre 0 et 2π. Et on a choisi le rayon. On a choisi θ là, on a choisi le rayon. Je veux dire, ça vaut la distance entre un tas de linge. Et on a choisi R, uniforme entre 0 et 1. Puis, on a calculé la probabilité que, dès que la corde, qui est perpendiculaire de pi, soit étant. Voilà. Donc, on a deux simulations de 2 lois différentes. Lorsqu'on définit mathématiquement les lois, on n'a pas de problème. Mais la première question, choisir aléatoirement, c'est pas vrai. Mais ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on trouve des paradoxes. C'est parce qu'on faisait des probabilités au lycée ou au collège, il y avait toujours des problèmes. Parce qu'on ne définissait pas les choses correctement.
Les balades, on va commencer la théorie. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a dans ce paragraphe? Qu'est-ce qui a causé ce paragraphe? C'est la phrase, on choisit aléatoirement une corde. La phrase, elle n'est pas définie, sans définir la loi de probabilité. Dans la solution 1, on a défini la loi, les deux points uniformes de cercle. Dans la solution 2, on a défini l'angle aléatoire et la différence. Donc c'est deux lois différentes. Donc, il faut être précis. Comment tu as choisi aléatoirement ça? Le choix aléatoire, c'est moi qui me le. Donc on va parler de théorie de la mesure. Donc, définition. Alors, on va avoir besoin de définir, on va avoir besoin de mesurer des probabilités. D'où la notion d'espace mesurable. On va mesurer des choses. C'est pour ça qu'on a appelé ensemble espace mesurable. Donc F, oméga F, espace mesurable, si donc oméga ensemble dans V, et F, une tribu sur oméga. Alors, une tribu, c'est quoi? Une tribu. Donc F, une tribu, c'est F est inclus dans les parties de oméga. C'est-à-dire que les éléments de F, ce sont des ensembles. Donc, déjà, est-ce que ça, c'est clair? F inclus dans l'ensemble des parties de oméga. On a oméga un ensemble. Donc, par exemple, ici, oméga égale 1, 2, 3. Par exemple, 1, 2, c'est la partie inclue de oméga. C'est un sous-ensemble. Donc, Hadi, c'est l'ensemble des sous-ensembles de oméga. Et F, elle est incluse. Donc, les éléments de F sont des sous-ensembles. C'est clair. Donc, tel que. Alors, F, ça va être. F, ça va être l'ensemble des événements qu'on mesure. Intuitivement, c'est l'ensemble des événements mesurables. Là, qu'on souhaite mesurer la probabilité. Donc F, c'est l'ensemble des événements mesurables. C'est-à-dire, si je prends arme F, je souhaite calculer la probabilité de F. Ça, c'est juste intuitivement. Alors, tel que, c'est quoi une tribu? C'est un sous-ensemble, c'est inclus dans P de oméga, tel que il contient oméga est F. Et si, quel que soit A dans F, le complémentaire de A, qui est oméga moins A, il est aussi dans F. C'est normal. Donc F, c'est l'ensemble de ce que je veux mesurer. Donc je dois mesurer la probabilité de oméga tout entière. Et si je sais mesurer la probabilité de A, je dois aussi mesurer la probabilité du complément de A. C'est 1 moins la probabilité de A. Et aussi, si j'ai, quel que soit I plus grand que 1 AI dans F, si j'ai une famille dénombrable, si j'ai une famille dénombrable de AI dans F, alors leur union est aussi dans F. Donc, la stabilité par passage complémentaire, stabilité par union dénombrable. C'est ça la définition d'une tribu. Donc, la tribu, c'est un ensemble de sous-ensembles de oméga qui contient oméga. S'il contient A, il contient son complémentaire. S'il contient des AI, il va contenir l'union dénombrable. Alors, définition 2. Oméga F mu
espace mesuré si en plus de ça, mu est une mesure. Mu est une mesure. Une mesure positive. Donc une mesure, c'est une application de f vers 0 plus l'infini. Plus l'infini, il peut être aussi f plus l'infini. Donc tel que mu, c'est pas une mesure de probabilité. Par exemple, une mesure de probabilité, ça va être entre 0 et 1. Même si c'est une mesure en général, donc entre 0 plus l'infini. Tel que la mesure du vide. C'est quoi la mesure du vide? Le vide, c'est rien, c'est 0. Et si, donc quel que soit AM, une suite 2 à 2 disjointes, yani AI inter AJ égale vide si il est différent de J, alors, donc en fait, par exemple, il y a A1, A2. Donc, alors, mesure de l'union de AI égale. Donc, si j'ai deux événements disjoints, la mesure de leur union, c'est juste la somme, c'est la mesure de l'un plus la mesure de l'autre. Lorsqu'on mesure quelque chose avec la règle, la mesure d'une surface par exemple. Donc, deux événements disjoints, pas d'intersection entre eux, la mesure de A1 union A1, union A2, c'est la mesure de A1 plus la mesure de A2. C'est la somme, mesure de A1 plus grand que 1. Ça s'appelle sigma additivité. Donc là, on a vu, qu'est-ce que c'est qu'un espace mesurable? C'est juste un oméga avec un attribut f. L'attribut, c'est quoi l'attribut? C'est une partie de l'ensemble des parties de oméga qui contient oméga, qui est stable par passage complémentaire, qui est stable par union dénombrable, ou une mesure. En fait, vous pouvez imaginer ça comme une mesure de probabilité. La mesure du vide, c'est 0. Et la mesure de l'union disjointe, c'est la somme des mesures. Alors, si en plus mu de oméga égale à 1, alors mu est appelé, est dite, mesure de probabilité. Et oméga f